Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Frédéric Lecanu, le judoka, champion de France, médaille d'argent aux Europes par équipe. Oui. Et aujourd'hui, la voix du judo depuis quelques années, consultant pour Eurosport, pour la chaîne L'équipe, et toujours cadre technique à la Fédération française de judo. Je me suis pas trompé? Non, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et la fédération, je m'occupe notamment d'emmener les athlètes pour faire vivre la magie avec les enfants malades, handicapés, et puis les judokas, bien sûr. Voilà, donc ouais, quelques activités. Quelques activités. Alors, comment et pourquoi on devient la voix du judo lorsqu'on a été un combattant sur les tatamis? Alors comment devient la voix du judo? Avec beaucoup de travail, un peu de chance, quelques rencontres et puis quelques messages à faire passer. Moi, si tu veux, j'ai toujours aimé les histoires. Donc ça, c'est le grand privilège des gens qui ont beaucoup perdu très vite comme moi. C'est quand tu perds à 8h15, tu vois, au tréfonds de la Russie, tu as toute la journée pour écouter les anciens expliquer. Donc j'ai toujours aimé les histoires. Et donc j'ai toujours été curieux de comprendre le passé, les judokas, d'où ça venait, pourquoi ça va, quels principes, etc., etc. Donc quand tu écoutes et que tu as un peu ce privilège d'avoir un peu de talent pour la raconter, l'histoire, voilà, je me suis très vite retrouvé un peu l'amuseur, le partageur, etc. Et donc grâce à des rencontres et puis grâce à cette volonté de partager, je me suis retrouvé dans les médias et puis voilà, ça s'est fait comme ça, tout doucement. Alors, être la voix du judo, c'est aussi parler du judo, donc c'est parler des gens avec qui on a combattu, parler avec sa fédération, parler au grand public. Comment on parle de judo ? En fait, le judo, il est multifactoriel, il est mosaïque, il est exceptionnel. Le judo, c'est plus qu'un sport, ce qui nous donne l'opportunité de le tourner comme un Rubik's Cube et de montrer chaque facette qui concerne chaque personne. Moi, l'immense privilège que j'ai, c'est d'être avec une discipline, le judo, qui peut intéresser une personne qui, par exemple, est dans difficulté et savoir chuter, savoir se relever, c'est des symboles très importants qui peuvent lui parler. Le judo sportif de très haut niveau avec des ambassadeurs comme Clarisse, comme Teddy, c'est des choses exceptionnelles avec des gens qui sont porte-drapeau. Donc là, on est dans d'autres dimensions. Il y a du judo sociétal, il y a du judo de performance, il y a du judo, en fait, à la base, qui est universel. Et c'est ça notre grande chance, un tout petit, un tout grand, un tout gros, qui soit originaire de la campagne, de la ville. Voilà, le judo est universel. Donc du coup, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de tourner mes arguments, de tourner l'histoire du judo, de tourner cette incroyable aventure auprès de personnes qui ont une question qui leur correspond, et moi j'essaye de les intéresser, j'essaye de partager, que ce soit d'un point de vue culturel, les grades, l'univers japonisant. Il y a 1 milliard de manières de parler de judo, il y a 1 milliard d'individus qui s'y intéressent, donc moi je suis au cœur de tout ça et je m'éclate. Alors quand on s'inscrit petit, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui débutent dans les cours de judo, on n'a pas toute cette vision du judo. Ça veut dire que c'est aussi dans les clubs, les professeurs, non pas d'expliquer ça, mais d'initier, de donner le goût à tout ça, parce que tout le monde ne sera pas un champion. Non, alors justement, c'est là le grand intérêt, notamment de Paris 2024, c'est d'expliquer dans la vie, il y a la médaille, pour être premier, et puis il y a quand même le revers de la médaille, et le revers de la médaille, c'est le travail sur soi. Et à un moment donné, l'objectif dans la vie, c'est d'être unique, et d'être soi-même. Le judo, faut pas oublier que la majorité des parents envoient les enfants au judo, non pas pour être champion, mais par rapport au code moral, par rapport aux valeurs, par rapport au respect qu'incarne cette discipline. Et la société, aujourd'hui, elle en a énormément besoin. Donc en fait, le rôle des enseignants aujourd'hui, c'est paradoxal, c'est de, bien évidemment, proposer du judo pour devenir des champions. Mais le but de base, c'est une éducation. Le judo, c'est une manière de s'améliorer tous les jours. Et c'est ça qui est extrêmement important, et c'est ça la grande responsabilité de notre discipline, c'est d'avoir un code moral, d'avoir des valeurs, d'avoir un cadre dans lequel on peut exprimer des choses pour devenir des citoyens. Et c'est extrêmement important, je dirais même que c'est ultra complémentaire. Il y a le côté médaille qui brille avec les champions, avec le côté sportif, et puis nous, de l'autre côté, le revers, il faut le policher un petit peu tous les jours. C'est le travail sur soi, en fait. C'est ça le secret. Les valeurs, tout le monde en parle dans le sport. Il y a les valeurs du rugby, les valeurs du handball, les valeurs de l'athlétisme, les valeurs de la voile, les valeurs du judo, elles ont quoi de différent, ou alors tout le monde partage les mêmes valeurs? Alors le grand privilège des valeurs du judo par rapport au monde de l'Ovalie qui est extrêmement concret, c'est-à-dire que moi je suis pas là pour dire que c'est meilleur. La seule différence, c'est déjà celui qui a créé le judo, on le connaît. Il s'appelle Jigoro Kano, il a créé le judo en 1882. Donc déjà, il n'y a pas beaucoup de disciplines où le gars qui l'a fait, on le connaît et on a compris ce qu'il voulait faire. Voilà, c'est-à-dire que le gars, il a écrit ce qu'il voulait faire. Bon, le projet est assez clair, en fait. Bon, celui qui a inventé le rugby ou le foot, il peut plus témoigner aujourd'hui. Bon, voilà.
Donc Jigoro Kano, il avait fait ce truc-là, et Jigoro Kano, en fait, il a créé une méthode d'amélioration. C'est-à-dire qu'au départ, le judo, c'est pas une discipline pour être champion. Au départ, c'est une méthode avec des combats, avec des katas, donc des démonstrations techniques, avec un protocole, etc., un mondo pour partager des connaissances. Donc ce protocole-là, au départ, il n'est pas fait pour être premier, il est fait pour être unique, avec les grades, avec tout ça, pour s'améliorer. C'est une méthode, en fait, au départ. Une fois que tu as compris ça, cette méthode, elle est corrélée sur quoi ? Eh ben, sur des valeurs qui sont celles du Bushido. Le Bushido, c'est quoi ? C'est ce qui permettait aux samouraïs d'être des samouraïs. Alors, c'est super intéressant. Et Étienne, je vous vois inquiet dans vos yeux parce que il va me faire des heures. Non, juste en quelques instants. Le Bushido, c'était le code de valeur des samouraïs. Il était merveilleux parce qu'il y avait l'honneur, la sincérité, il y avait la bienveillance. Voilà, il y avait des mots-clés comme ça qui sont extrêmement importants et qui sont immortels. Et qui peuvent faire encore écho aujourd'hui. Ils peuvent être dangereux parce que ce code de Bushido, il a amené certains kamikazes à faire n'importe quoi. Mais s'il est dans des mains de personnes justement qui sont là pour faire le bien, c'est-à-dire les enseignants, les professeurs, qui sont là pour permettre aux gens de s'améliorer, eh bien ça peut sauver des vies. Moi, modestement, le Bushido, le code moral, le judo, cette école d'amélioration de soi, c'est aujourd'hui ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui et de m'améliorer sur plein d'autres secteurs. Je pense que uniquement l'aspect sportif. Et je pense que c'est ça le transfert vers la société. C'est que les athlètes de très haut niveau, les champions, sont des symboles, sont des vecteurs de ces valeurs pour monsieur et madame tout le monde, pour une remise en question sur une perte de poids, sur une lutte contre l'alcool, sur le courage le soir de penser à demain. Voilà. Et ces petits transferts-là, moi, c'est ça la voie du judo. Modestement, c'est ma voie pour mettre les gens sur la voie. C'est ça l'objectif, en fait. Lorsqu'on arrête sa carrière, on garde ce code moral dans la tête. Vous le dites, ça vous a accompagné aussi dans les choix de vie, dans grandir dans une autre vie que celle de sportif. C'est quelque chose qu'on arrive à conserver parce qu'on sait que le judo est une grande famille, comme beaucoup de sports. Mais le fait de ne pas s'en éloigner, c'est au quotidien qu'on pense à ça ? En fait, on est construit autour de ces valeurs et c'est pas évident au départ de comprendre. Et parfois, on est un peu hermétique parce que c'est parfois difficile de comprendre les symboles. Moi, je reviens juste sur une anecdote. Il y a 20 ans maintenant, il y a une sélection qui tombe. C'était en 2004 et c'est Athènes. Et Athènes, en fait, moi, je suis dans la catégorie des poids lourds. Juste avant, c'est David Douillet. Et ce que je savais pas encore après, c'est que ça allait être Teddy Riner. Donc, autant te dire qu'il fallait pas louper Athènes. Ouais. Bon, la sélection tombe et c'est Mathieu Bataille qui part. Quand je regarde ça de l'extérieur, si tu veux, c'est le moment le plus dur de ma vie. C'est un moment où peut-être j'ai plus envie de vivre, en fait, parce que toutes mes forces, tout ce que j'avais mis dans mon âme et dans mon cœur pour être champion, je fais pas les Jeux Olympiques d'Athènes, c'est Mathieu qui part. Et quand tu regardes en plus Athènes derrière, c'est une catastrophe terrible parce que le judo français était en grande souffrance. On n'a qu'une médaille avec Fred Jossinet, donc on vit un moment extrêmement difficile. Le truc qui me tient à ce moment-là, le seul truc qui me fait penser que c'était pas pour rien, c'est que Mathieu Bataille, c'est mon ami. Et que pour aller aux Jeux Olympiques à Athènes, il a été sincère avec moi parce que tous les jours, il s'est levé pour être champion. Et ce qu'il a mis en place sur le tapis, tous les jours, il l'a fait pour l'être. Et c'est un champion, le mec. Et moi, révérence, et je suis fier pour mon ami. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, ok, là, je suis sur un truc. Si j'avais pas ces valeurs-là, qu'est-ce qui me restait pour vivre ? C'était mon rêve qui était mort. Mais j'ai trouvé mon ami, des gens, des valeurs. Et au fur et à mesure, j'ai structuré les choses. Et le modèle de performance de l'athlète de haut niveau, ça peut être un modèle de performance de la vie. En judo, on dit le shin, le gi et le tai quand ils sont alignés. Le shin, c'est l'esprit. Le gi, c'est la technique. Le tai, c'est le corps. Et moi, aujourd'hui, mon shin, mon esprit, il est aligné. Ma technique sur certains secteurs, par exemple sur l'obésité, moi j'ai perdu 60 kilos, donc j'ai fait une opération. J'en fais pas un combat, je dis juste que c'était une technique pour accompagner quoi ? Taille mon corps. Aujourd'hui j'étais très gros, j'étais obèse. Aujourd'hui je suis pas mince. Aujourd'hui je suis moi. Voilà. Je suis aligné entre ma tête, mon corps. Il y a une technique pour ça. J'en fais pas du tout l'apologie, je dis juste qu'aujourd'hui je suis tranquille dans ma tête. Et ça c'est des méthodes qui viennent du judo, qui viennent aussi d'autres univers. Il n'y a pas que le judo, mais en tout cas j'en suis convaincu et c'est ça que je voudrais partager avec les gens. Moi j'ai aucune difficulté avec ça. Moi j'étais en obésité, en hyper-obésité quand j'étais enfant. Quand j'avais 10 ans, je comprenais pas la vie, pourquoi en fait. C'était trop compliqué pour moi. Et le judo, je suis rentré dans un dojo, je suis rentré sur le mur et ça a changé ma vie. Il y avait 8 mots, les 8 valeurs du code moral. L'amitié, l'honneur, la sincérité, le contrôle de soi. Contrôle de soi, c'est quoi ? Savoir se taire lorsque monte la colère. Mais c'est des mots qui sont d'une puissance infinie. Quand t'es gamin, tu peux pas le comprendre. Mais quand le soir, tu rentres chez toi et que tu ouvres le frigo et que t'es en situation d'obésité et que tu vis mal parce que t'es hyper dans ta tête, t'es hyper émotionnel, tu allumes la télé, tout le monde meurt là-dedans. Alors qu'est-ce qui te reste ? Tu ouvres le frigo ? Non. Contrôle de soi.
savoir se taire lorsqu'on monte la colère. Tous ces petits mots, l'amitié, le plus pur des sentiments humains. Mais c'est d'une puissance infinie, ça. Et aujourd'hui, on a toutes ces clés-là, et le judo, voilà, c'est un petit outil qui permet de changer la vie des gens. Moi, quand je vois la violence aujourd'hui, quand je vois les gens qui sont perdus, il y a des cadres, le sport, l'olympisme, ce qu'il a fait Coubertin, c'est un génie aussi. Je veux dire, les valeurs de la flamme olympique, il y a des anneaux, c'est extraordinaire aujourd'hui. Moi, c'est ça la voie du judo, c'est la voie de la paix intérieure, quoi. C'est de partager que, voilà, moi, j'ai eu des périodes très difficiles. Et que j'ai rencontré des gens merveilleux. Mais tu me regardes avec tes petits yeux derrière tes lunettes. Mais tu te rappelles de moi quand je suis arrivé à Sportcom, avec l'INSEP. J'avais 17 ans, tu m'as ouvert la porte de l'équipe à l'époque. Tu étais mon directeur. Et moi, j'étais un repère dans ma vie. Il y a des gens comme ça qui ont jalonné ma vie. Qu'est-ce que j'aurais fait si vous n'étiez pas là ? Qu'est-ce que j'aurais fait si le judo n'avait pas donné cette capacité de comprendre que la vie, elle est merveilleuse ? Ça aurait été peut-être compliqué, donc c'est pour ça que je suis la voix du judo, non pas parce que je m'accroche à exister à travers elle, mais que je suis un modeste témoin pour la partager. Alors justement, quand on témoigne, quand on est consultant, il y a le journaliste, il y a le consultant. Le journaliste, il raconte les faits. Le consultant, il y met son émotion, il y met sa compétence, évidemment. Il y met parfois beaucoup plus parce qu'il connaît mieux la pratique du sport que le journaliste. Et là, je parle en connaissance de cause. Là aussi, on embarque les téléspectateurs dans une histoire. Tout un tournoi toute la journée, on va le voir cet été. C'est toute une histoire. L'élimination, pas l'élimination, le prochain tour. Comment on arrive à la fois laisser parler l'émotion, laisser parler la compétence, sans se marcher sur les pieds et sans saouler le téléspectateur, ou alors sans oser rien dire, peut-être. Alors, moi je me retrouve dans un rôle extrêmement hybride, parce que je deviens ce qu'on est numéro 1, tu sais, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que le journaliste, c'est le numéro 1, et puis le numéro 2, c'est le consultant. Moi, je me retrouve très souvent maintenant numéro 1, alors que je ne suis pas journaliste. Et je ne suis pas journaliste pour une raison professionnelle toute simple, c'est que moi, je ne dis pas la vérité. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour dire la vérité, moi, je suis là pour faire la promotion de ma discipline. Mais je ne mens pas non plus. Mais j'essaie d'amener la meilleure version du truc. Alors, là où c'est passionnant, c'est que du coup, le consultant, il explique la technicité, le consultant, il explique effectivement ce qui se passe, les enjeux, quand est-ce que ça va se passer, pourquoi est-ce qu'il va tomber. Tiens, il tombe, je vous l'avais dit, voilà, ça, c'est un très bon consultant. Le bon consultant, c'est celui qui prédit l'avenir, c'est pas celui qui décrit ce qui se passe dans le présent. Donc ça, c'est très important. Mais après, moi, ce qui me passionne aussi, sur des combats de judo qui parfois sont un peu fermés, un peu difficiles, on a des fois la critique de dire il se passe rien pendant 5 minutes sur certains combats, ce qui malheureusement n'est pas complètement faux. Or, il y a une interaction entre deux personnes. Et moi, ce que j'essaie toujours de faire, c'est d'expliquer aux gens que cette interaction-là, elle est très importante, et j'essaye de décrire finement, en fait, deux personnes qui essayent de se faire tomber l'un l'autre, le jeu des mains, le jeu de la position de corps, le jeu de la création de l'équilibre et du déséquilibre chez l'autre, parce qu'il y a toujours aussi une grande valence, un grand Google Trad à avoir avec la société. Juste pour te faire un petit parallèle, ce que j'explique, par exemple, c'est que on ne peut avoir ce mouvement parfait que vous voyez à l'image, par exemple, que si on l'a répété beaucoup de fois. La répétition, c'est gage de performance. Mais, par exemple, dans la vie de tous les jours, un gamin, si un gamin est violent avec un autre, s'il lui appuie sur la tête, c'est de la violence. S'il lui appuie sur la tête de manière répétée, répétition de violence égale harcèlement. Et en fait, de faire des parallèles comme ça entre la société, entre monsieur et madame tout le monde, pour le faire rentrer dans mon monde du dojo, c'est ça qui fait un peu ma particularité. C'est quand je commente un combat de judo, j'ai à la fois la volonté et l'espoir, j'allais dire la prétention, mais c'est surtout l'espoir d'expliquer ma discipline, la discipline du judo, les faits techniques, les principes d'équilibre et de déséquilibre qui sont déjà très nombreux, mais il y a aussi des messages symboliques. Dans le judo, le plus dur, quand le gars ou la fille, bien sûr, est tenu au sol, tout le monde regarde celui qui tient l'autre au sol. Tu le tiens 20 secondes, t'as gagné, c'est ippon. Ok. Mais l'effort le plus dur, c'est celui qui est en dessous. Celui qui est en dessous. Quand on lui écrase la couenne et qu'il est en dessous. Mais l'effort pour sortir de l'immobilisation, se relever, se remettre debout. Mais c'est ce qui est plus dur pour l'homme et pour la femme de manière générale. Le plus dur, c'est quand t'es maintenu par une masse. On t'annonce un décès, un truc. Quand on t'annonce un truc, ça t'immobilise, t'es écrasé. Sortir de l'immobilisation pour se reverticaliser. Se remettre debout, se remettre en marche. C'est ce qu'il y a de plus dur pour l'être humain. Et ça, c'est des grands symboles de partage. Et c'est ça que j'essaye de faire en rigolant aussi, parce que s'il n'y a pas d'humour, on s'ennuie. Et donc, quand même, quelques blagues. Et quand il y a un champion hollandais qui s'appelle Groll, excuse-moi, voilà, c'est la porte d'entrée. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc voilà, donc un peu de tout ça, quoi. Un peu de légèreté aussi. Est-ce que le Fred Lecanu, consultant, qui regarde le judo, qui parle de judo, il se trouve différent du Fred Lecanu, qui justement était sur le tapis? Le Fred Lecanu, consultant, est traumatisé par le Fred Lecanu judoka qui comprenait rien. Ça aussi, c'est un grand sujet, parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre
que j'ai une immense capacité pour comprendre ce qui se passe sur un tapis, pour le voir, parfois même le prédire. Et quand j'étais athlète, je ne comprenais rien. C'est-à-dire qu'un gaucher, un droitier, un petit, un grand, moi ce que je voulais c'était vivre, exister et devenir champion et moi je cherchais de l'amour en fait. Donc moi j'étais là, je disais je vais l'attraper, je vais le jeter par terre, je vais le mettre hippon et voilà. Et c'est sur la fin de ma carrière que j'ai commencé à comprendre des choses que certains, et notamment Teddy Riner que j'ai vu arriver, avaient compris dès le départ sur la partie tactique, dimension d'individualisation de système d'attaque par rapport à l'autre. Et tout. Moi j'avais rien compris. J'étais un nez de bœuf, je comprenais rien du tout. Moi, je partais à l'assaut comme un dingue. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que, vous savez, les Grecs disent que la vie, c'est une question c'est un jeu de rôle, quoi, c'est une pièce de théâtre. Et c'est vrai qu'en fonction de ton costume, c'est pas la même prestation. Je pense que je suis un bon consultant. J'étais un bon compétiteur, mais j'ai jamais été champion parce que ce que j'ai été capable de faire, de raconter une histoire, et ben moi, quand j'étais athlète, j'étais pas capable. C'est trop dur, trop lourd d'émotions, trop compliqué pour moi. Et ça me fait penser que, voilà, moi, pourquoi vous me dites je suis la voix du judo ? Certains sont faits pour écrire l'histoire, certains sont faits pour la raconter. Moi, j'ai pas été capable de l'écrire parce que c'était trop dur pour moi d'incarner ce personnage-là, parce que je comprenais pas les enjeux. Mais je me suis mis sur un pas de côté, je suis devenu moi-même. Moi, j'ai jamais fait les jeux, je ferai jamais les jeux. Moi, la médaille, je l'aurai jamais. Par contre, les revers de médaille, j'en ai eu tout le temps. Alors, je serai jamais premier, mais aujourd'hui, je suis unique. Et ça, je suis très heureux de ça aujourd'hui. On dit qu'on se construit dans l'échec aussi. On a besoin de perdre pour avoir des victoires. Ça veut dire que le Fred Lecadu d'aujourd'hui, il n'y a pas la médaille qui est sur le podium, mais il y a une forme de victoire dans ce qui s'est écrit ensuite, pas seulement en commentant le judo, mais dans l'homme. Si tu veux, c'est un long chemin, c'est un long cheminement qui commence par celui d'un parcours d'un enfant qui est très abîmé et qui ne croit pas en la vie. Qui croit en rien, qui n'a pas envie de la vie en fait. Parce qu'elle est trop dure, elle est trop insupportable, elle est mal racontée par les gens qui devaient me la raconter bien. Et donc du coup, j'arrive avec le judo, avec des histoires, un code moral, j'arrive à l'INSEP avec des repères, avec David Douillet qui est une icône à ce moment-là pour moi, qui est encore incroyable, qui avance, qui veut devenir champion, qui ne le devient pas. Et puis je me retrouve à Londres, aux Jeux Olympiques de Londres, après des multiples aventures, à commenter, à être consultant avec deux autres. On me dit, il y aura deux autres consultants, d'accord, c'est qui ? Jackson Richardson et Marie-Josée Pérec. Et Jackson, on prend l'antenne et en rigolant, il me regarde et il me dit, mais il fait quoi lui ? Moi j'ai compris, Marie-Jo, ok, moi oui, mais lui il fait quoi lui en rigolant ? Et il rigolait, c'était pas méchant, c'est devenu un ami. Et je lui dis, tu vois Jackson, moi j'ai un grand privilège. Toi t'as un point de vue parce que t'as fait porte-drapeau, moi j'ai perdu dans tous les pays du monde. Et du coup, ça nous a liés d'amitié parce que j'ai continué mon chemin. Et en fait, à Rio, je deviens, c'est moi qui anime avec Marc Maury le Club France. Je suis au service du message olympique. Et c'est à Rio, quand je monte pour animer le truc, que j'ai perdu, je pense, une forme de désespoir. Je me suis dit, ok, j'ai trouvé ma place. Il a fallu tout ce temps-là pour être à ma place. Et ma place, c'est au service d'un message. La voie du judo, c'est pas pour être la voie du judo. L'olympisme, c'est pas pour être, c'est pour partager, pour donner, pour valoriser les gens, pour dire aux gens qui sont en difficulté, comme moi je l'étais quand j'étais gamin, regarde-le lui, regarde tout ce qu'il a fait, tu peux y arriver aussi. Quand le judoka, quand Cyril Marais, il bat Karpalek en finale du Grand Slam de Paris à la dernière seconde alors qu'il est mené, c'est pas possible. Quand l'équipe de France bat les Japonais chez eux au Japon, là où Gesink avait déjà battu le Japonais, c'était déjà pas possible. Et ben ils l'ont fait. Alors toi, t'es peut-être malade, t'es peut-être en difficulté, peut-être que ça va pas, mais tu peux toi le faire. Et c'est aujourd'hui mon plus grand bonheur, c'est que j'ai trouvé ma place parce que les histoires aujourd'hui, je les maîtrise sur des principes, je les partage, je les vis, je suis heureux, j'ai lutté contre des choses, contre d'autres adversaires que la vie te met des adversaires comme l'addiction, comme la dépression, comme le désespoir d'une situation qui quand tu regardes les chaînes de télé d'actu, tu as l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Et malgré tout ça, moi aujourd'hui, je me suis articulé pour être non pas un super-héros, non pas un champion, je suis juste moi. Je suis juste heureux d'être là, fier de mon parcours, heureux d'accompagner des gens hors du commun qui sont aussi des gens parfois fragiles, oui. Pour des gens communs qui sont extraordinaires mais ils ne le savent pas encore. Je suis au cœur de tout ça, j'ai trouvé ma place et je suis super heureux aujourd'hui d'avoir réussi plein de challenges, notamment une perte de poids de 60 kilos, notamment aujourd'hui, je suis quelqu'un qui fait attention sur plein de choses parce que comme j'aime la vie, j'aime des fois trop la vie, donc il faut faire attention. Et faire attention pourquoi ? Parce que j'aime la vie. Je ne l'ai pas toujours aimée, j'ai eu l'impression qu'on ne m'a pas toujours aimé. Quand j'étais petit notamment, ça m'a dévasté. Aujourd'hui, j'aime la vie et j'aime les gens et j'aime tellement les gens qu'il m'arrive une vie que j'avais pas anticipée, pas programmée, pas calculée. Moi, je voulais être champion, j'ai jamais été. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus que ça en fait. J'ai des gens que je partage des choses extraordinaires avec eux. La richesse.
C'est pas l'argent, c'est pas la richesse, c'est les gens. Et moi, je suis riche de ça. Voilà, j'ai des souvenirs et j'ai un avenir extraordinaire. L'avenir, dans 6 mois, 7 mois, c'est Paris 2024, les Jeux. Une émotion à attendre à Paris. Ah moi, pour une fois, je serai pas la voix du judo parce que vous savez que je suis aussi avant tout très voilà, j'aime le sport en général. Moi, il y a plein de choses que j'attends. Il y a le handball, le judo, les équipes bien sûr, les équipes de judo, ça va être extraordinaire. Mais moi, pour le coup, si vous voulez une émotion personnelle, moi c'est Marchand. Moi, j'attends vraiment Marchand, j'attends la natation. Pourquoi ? Parce que déjà la natation, c'est un sport qui est hyper difficile. Je veux dire, t'es né à nez avec toi-même. Alors, s'il y a bien un sport où t'es tout seul avec toi-même, alors là, si tu veux faire de la philosophie et travailler le stoïcisme, tu peux y aller en natation parce que le bassin, la tête dans l'eau, il fait froid, l'eau, elle est... Alors, la natation, c'est super. Moi, j'ai un immense respect pour les nageurs déjà. Et puis là, on est quand même sur une icône qui est en train d'arriver, un truc de dingue, qui est hors norme, quoi. Et j'ai hâte de voir comment, oui, est-ce que Marchand va s'exprimer dans un truc où il va pulvériser les médailles, quoi. Ça va être notre immense champion à nous. Alors, on en a d'autres, hein, mais ouais, j'ai hâte de voir le truc. J'ai vraiment hâte de le voir s'exprimer à 2024 parce que je pense qu'on va être sur la mise en place d'une légende. Voilà. Donc le marchand de rêve est en route. Voilà. On n'a plus longtemps à attendre. Merci beaucoup, Fred. C'est moi. Et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. On se retrouvera très vite, voilà. Forcément.